Et bienvenue à tous à cette huitième séance dans la série consacrée au peering. Il s'agit aujourd'hui de la mort du transit et de l'évolution du rôle des IXP. Nous allons explorer ce sujet en détail. Je m'appelle Kyle Spencer. Je suis le directeur exécutif de l'IXP Ouganda et coordinateur de l'association africaine IXP. Et avec moi, en tant que co-modérateur, il y aura Kachar Damadoglou. Nous avons un panel également qui répondra aux questions que nous poserons. Et puis, bien entendu, il y aura la possibilité pour les participants de poser des questions dans la partie Q&A. Nous voudrions remercier nos sponsors, PAEX, Rack Center et Lynx, qui ont sponsorisé cette séance. Et il y a également les sponsors de la série, Facebook et NAP Africa. Nous sommes très reconnaissants à ces organisations parce que sans elles, nous ne serions pas là. Nous avons obtenu leur soutien. Nous obtenons leur soutien régulièrement également au sein de nos organisations. Donc, nous sommes vraiment très reconnaissants à toutes ces organisations. Et Flex Optics est également sponsor de l'interprétation. C'est vraiment très utile également parce que ce type d'événement a tendance à toujours être présenté en anglais. Or, nous avons pour ces séries accès à l'interprétation en français. Bien, avant de poursuivre, je voudrais faire une annonce importante. Nous avons dû remettre notre conférence régulière d'AFPIF l'an dernier en raison de la COVID. Et malheureusement, nous allons devoir remettre à nouveau jusqu'en 2022. Nous en sommes désolés, mais nous ne pensons pas que nous soyons prêts à l'heure actuelle dans nos sociétés à héberger ce type d'événement. Mais nous sommes optimistes quant à la tenue de l'événement en 2022. Donc, à la place de l'événement réel, eh bien, nous allons poursuivre avec les séries virtuelles. Donc, suite à cet événement, il y en aura un autre en mai. Nous avons à nouveau examiné le sujet des franchises via les IXP locaux. IXP de locaux, et puis il y aura également un autre événement en 2022, au début de l'année. La date sera précisée prochainement. Alors, aujourd'hui, je voudrais simplement évoquer le sujet qui nous intéresse rapidement. Nous savons que l'industrie Internet mondiale se consolide. Il y a plus de trafic qui émane de moins de systèmes autonomes chaque jour, principalement en raison de la croissance des services mondiaux de cloud et de diffusion de contenu. À mesure que de plus en plus de contenus et de services migrent vers leur plateforme, ils s'efforcent d'étendre leurs réseaux mondiaux privés vers la périphérie d'Internet via des câbles sous-marins, des réseaux terrestres et des centres de données où ils s'interconnectent directement avec des réseaux oculaires. Donc, cela modifie considérablement le paysage du secteur. Donc, nous allons parler de cela aujourd'hui.
C'est Jeff Houston qui a inspiré la définition de ce sujet parce qu'il parle de cette question depuis un certain temps. Je me souviens de son élocution à Dubaï où il avait suggéré qu'il serait effectivement intéressant d'examiner ces questions plus avant. Donc, je voudrais remercier Jeff d'avoir permis d'amener cette question au premier plan. Mis à part Jeff, nous avons Christian Kaufmann, qui est vice-président technologie de Akamai. Nous avons Patrick Christian, qui est analyste principal à Télégéographie. Edric Delang, qui est président INEXA, l'association d'Afrique du Sud. Et puis Marc Tinkak, chef de l'ingénierie SICOM. Alors, maintenant, le moment est venu pour moi de donner la parole à Shala. Vous avez la parole. Bonjour à tous, merci. Je voudrais à mon tour remercier tous ceux qui ont rendu possible la tenue de cette séance, les sponsors, les membres du panel, certains d'entre eux se joignent à nous au milieu de la nuit ou très tôt le matin. Donc, merci à vous et merci aux participants dans le public. Dans la première partie de cette séance, nous allons essayer de répondre à la question suivante. Que se passe-t-il dans le secteur? Comment est-ce que l'industrie évolue et qu'est-ce qui motive ces consolidations au niveau du trafic Internet et quelle sera l'évolution à l'avenir? Donc, pour commencer, Patrick Christian de Télégéographie va nous parler de la situation en ce qui concerne les réseaux de cloud et de diffusion de contenu. Bonjour à tous. Pourrais-je avoir ma première diapositive, s'il vous plaît? La suivante, merci. Très bien. Je voulais ici illustrer l'évolution en ce qui concerne les réseaux, l'évolution des fournisseurs de trafic, donc les réseaux privés versus l'Internet. Bien sûr, il ne s'agit là que d'une partie des services de fournisseurs de contenu, mais les centres de données de cloud et leur évolution de 2006 à 2015 nous donnent une idée de cette évolution. En 2006, c'est là qu'est apparue la première région de cloud, suivie par Alibaba et Azure. Et nous avons là les trois grands qui sont illustrés. Et vous voyez le taux de croissance qui apparaît et les localisations des centres de données. Vers 2010, pour vous présenter le contexte en ce qui concerne la bande utilisée, la bande passante utilisée, cela représente moins de 10%, alors que le backbone international représentait presque 80% à cette période. Ici, nous voyons déjà apparaître les changements. Auparavant, nous avons vu où étaient localisés les centres de données dans les régions les plus développées, dans certaines parties de l'Est-Asie, et nous voyons qu'ici, on se rapproche de l'utilisateur final au fur et à mesure que la demande évolue et le trafic.
Et ce qui précède, évidemment, ce sont les caches périphériques et les POP, mais cela donne une indication de la croissance. En 2015, c'est lorsque Google a commencé à développer ses centres de données. Et vers 2016, il y a 2 nouveaux centres de données par an. Mais de 2015 à 2019, il y a 15 centres de données de plus par an. Et en 2020, avec la COVID, il y a eu un ralentissement, bien sûr, 21 seulement, mais il y en a 43 prévus pour l'année à venir ou les 2 années à venir. Donc, on constate globalement une croissance très importante en raison de la demande pour les fournisseurs de contenu. Où est la demande la plus importante? Eh bien, dans les centres de données, ce qui connecte les centres de données, eh bien, ce sont les câbles. Au début, Google a été le premier à investir vers 2010 dans les câbles sous-marins, mais c'est vers 2015 et 2016 que d'autres fournisseurs se sont impliqués là-dedans. Pourquoi ont-ils commencé à construire leurs propres câbles? Eh bien, parce que c'est plus rentable, c'est plus économique en raison de la capacité nécessaire. Et puis, ça permet de mieux gérer le réseau de câbles. Only 6 are actually sole proprietary cables. They're usually in consortiums. But en général, ces câbles sont reliés en consortium. Les fournisseurs de contenu, en réalité, ils ont un quart des câbles, mais c'est centré sur certains marchés transatlantiques. 80%, c'est là qu'il y a 80% des investissements qui viennent des fournisseurs de contenu, alors que dans d'autres régions, l'Afrique, par exemple, eh bien, c'est un réseau moindre, un niveau moindre, pardon. La diapositive suivante. Cela montre la capacité qui existe dans chaque région. Les réseaux de fournisseurs de contenu représentent généralement 60% de la bande passante, c'est-à-dire beaucoup plus qu'en 2010, puisque c'était 10%, mais ça n'est pas réparti de façon égale, c'est concentré, comme on le voit, dans certaines régions du monde, dont 3 qui ont la plus grosse partie de ces câbles, qui réunissent la plus grande partie de ces câbles, comme vous le voyez. Donc, les contenus se rapprochent des utilisateurs finaux et quelle est la capacité? Non, excusez-moi, je reprends. Donc, voilà, c'est cette diapositive-là que je voudrais montrer. Comme vous le voyez ici, la capacité de backbone en bleu clair et en bleu foncé, les fournisseurs de contenu. Nous voyons que les fournisseurs de backbone, ça reste dans les plus de 20%, de 20 à 40%, mais nous voyons que les fournisseurs de contenu représentent une part beaucoup plus importante par comparaison. Nous nous attendons à ce que cette croissance se poursuive, mais au cours des 4-5 dernières années, la croissance s'est poursuivie, pas autant qu'au moment au départ de cette évolution à partir de 2010.
Donc, nous allons pouvoir parler de façon un peu plus détaillée de ce qui se passe dans le secteur après cette présentation générale. Merci, Patrick, de ces informations très intéressantes. Nous constatons cette évolution depuis plusieurs années. Les fournisseurs de contenu et de cloud apportent les contenus, rapprochent les contenus des utilisateurs et pas l'inverse. Jeff, c'est vous. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi cette évolution, pourquoi il y a cette évolution vers la privatisation? Quelle est la motivation de ces grandes compagnies? Merci de cette question et bonjour. Pour répondre à cela, eh bien, il faut remonter 20 ans en arrière. Et ça paraît lointain, mais il faut comprendre qu'à l'époque, les fournisseurs de contenu avaient beaucoup de mal parce que le secteur du contenu ne voyait pas où pouvaient être les profits là-dedans. La seule raison pour laquelle vous avez des clients, eh bien, c'est grâce à nous. Alors, ils ont dit à ce moment-là, vous, les opérateurs, devez nous payer et nous pourrons partager ainsi les revenus, les recettes. Les fournisseurs de contenu ont dit « Mais non, tout le monde est un client. Ça n'a pas d'importance que vous soyez un fournisseur de contenu ou un utilisateur. Tout le monde est un client. » Les fournisseurs de contenu se sont tournés vers la radio, les médias, la presse, en disant, eh bien, nous pouvons utiliser la publicité, proposer de meilleurs moyens de publicité. Donc, les plus grandes compagnies du monde à l'heure actuelle sont les compagnies de contenu parce qu'elles ont exploité ces énormes marchés très porteurs de profits. Et elles ont simplement dit aux petits réseaux, eh bien, nous n'avons pas besoin de vous pour contacter les utilisateurs. Et il y a énormément de capitaux qui sont dissimulés derrière les contenus à l'heure actuelle. Vous vous souvenez, il y a 10 ans, nous disions qui est-ce qui fait le peering, comment est-ce que ça peut… Maintenant, les conversations, c'est est-ce que vous voudriez bien, s'il vous plaît, placer des centres de données dans nos villes. Il n'y a plus besoin d'intermédiaires. Les utilisateurs ne communiquent pas avec les utilisateurs. Tout est extériorisé. Les options, c'est que l'on peut payer Amazon ou d'autres compagnies, ou alors ça va être à Cloudflare et c'est gratuit. Alors, on se demande
Well, it certainly isn't the old Dès carriage que industry. le client The other part of this devient is that as plus soon as a grand customer que le becomes bigger than the fournisseur, you're eh no bien, le longer the fournisseur n'est provider, you're the plus customer too. fournisseur, il est And client because all of this growth, aussi. as you see with Patrick's Le slide, client all of est this growth devenu is actually plus been in grand que le content. The fournisseur. customer has become bigger than the provider. Le client The dit, customer's nous now sommes saying, la "I'm seule sorry, we're the raison, only reason why you exist. nous sommes Tell you notre, what, Unless you shave your margins, in fact, no, don't worry about it. We'll just do it ourselves Donc, anyway. More control, more reliability, les better service. So all of a FAI sudden, the ISPs et les and the carriage fournisseurs providers, as et carriage on providers to everyone, the old telco regime, disparaissent, gone. le Transit's dead. peu de trafic qui You know, the reste residual bits est of en traffic train are actually de just s'épuiser. artifacts that are dying. You know, people still ride horses, probably for entertainment. Il y a encore There is still un some- effet de some degree of portage carriage entre les between fournisseurs, mais c'est service providers. presque But I tell you what, à it's caractère largely historique ou historic and nostalgique. almost C'est nostalgic. désormais It has no role in the le future contenu internet. qui est le It's just moteur totally de la driven by content. situation. So that's how it got there. Donc, il n'y a qu'un petit nombre de plateformes de contenu qui ont retenu tous les fonds. So, you know, CK, let's hear it from the content side. You know, how do you feel about all this? J'allais demander, ce serait ma deuxième question. CK, actually, that would be my second Du question. point de vue de what is fournisseur the de motivation contenu, of Akamai from a content provider point of view to est-ce que ce privatize trafic, the ce serait sur traffic that otherwise d'autres would réseaux? be on the IP transit and building Comment est-ce que vous Akamai's own voyez network, les right? limites? And how do you see also the Est-ce qu'on peut avoir une présence dans chaque réseau d'accès ou est-ce que le transit sera gratuit à un certain moment? Merci. Je vais utiliser la comparaison la prochaine fois des chevaux. J'ai bien aimé. Alors, revenons à la question, oui. Comme entreprise de contenu, comment est-ce qu'on va réactionner avec le potentiel du marché? Alors, jusqu'à présent, on a interchangé le contenu et d'un point de vue commercial, dans l'écosystème, la comparaison est, si on le considère d'un point de vue commercial, oui, il y a un contenu. Alors, je pense que les fournisseurs de contenu, ils auront les centres de données et c'est une des grandes différences. Si on veut connecter les adhérents, il y aura le dorsal entre les centres de données et on aura aussi les sites web de contenu et le live streaming et sont les services les plus proches de l'utilisateur final et ils peuvent travailler ensemble dans le nuage. Mais ce sont deux choses différentes qui travaillent avec les points d'échange. Alors, la question que vous m'avez posée, oui. Pourquoi Akamai fait ça? Si revenons au passé, on fait un peu, on offre un peu des services de dorsaux et on a fait du peering avec les réseaux. Et dans le passé, il y avait 2 ou 3 choses qu'on aimait bien.
entre les FAI et les opérateurs, mais bien sûr, on n'est pas toujours d'accord. On dépendait du modèle commercial. Oui, ils avaient un avantage, oui, entre les fournisseurs de contenu, bien sûr, mais même si on porte le trafic d'un centre de données à un autre, il y aura toujours un effet trombone, même si il y avait des groupements dans deux endroits, et les coûts, en fait, en étaient le moteur de changement. C'était plus facile de créer la connectivité entre nous au lieu de dépendre d'un tiers. L'autre partie de la question, c'est plutôt les caches en périphérie. Oui, par exemple, un réseau avec une empreinte importante, c'est des caches en périphérie pour le trafic pour nos clients. Et on les a installés dans 135 pays et dans la plupart, presque la moitié des pays où on a des opérations. Et lorsqu'on considère la limite de l'expansion, je pense, du point de vue technique, comment est-ce qu'on peut gérer cette quantité de contenu, mais en plus, le système de cartes, le distributeur, il faut le gérer. Mais c'est une fonction. On a des milliers de groupements partout. Et c'est un aspect qui limite la fonction. Netflix est un opérateur très différent avec ses vidéos. Nous, on a un mélange de trafic. Au moins, j'estime que les clients les plus petits, si on considère les coûts pour maintenir les réseaux, en fonction de la taille de votre réseau. Mais si les épargnements de travailler avec le transit, en plus de la valeur que vous mettez sur la performance, si vous n'arrivez pas à la quantité d'argent que vous auriez dépensé, et c'est probablement pas un accord très intéressant. Il faut considérer ce que vous payez, et là, je pense qu'il y a la limite d'entrer dans un pays de cette façon. Merci. Je voudrais revenir à la présentation de Patrick. Je pense que le transit est en train d'augmenter, et ma question serait comment est-ce que vous voyez l'avenir du transit? Est-ce que c'est déjà mort, ou est-ce qu'on va rester au niveau où on est, ou est-ce qu'on va revenir à Marc pour répondre à cette question de son point de vue? Pour un fournisseur d'accès, quel sera l'impact sur les services? Alors, c'était... Excusez-moi. Patrick, Christian, not Christian. Oui, c'est une question. Oui, ces dernières années, on entend parler beaucoup de localisation, de contenu, des caches en périphérie,
des caches qui entrent en and Afrique, caches and moving, all the caches going in all over Africa, etc. qui est and le moving, besoin pour le transit est de moins en moins. Alors, on s'attendait à ce que transit. on assisterait à une baisse du trafic de la bande passante dédiée aux fournisseurs d'accès. Oui, en fait, on a vu une baisse jusqu'à 2015, mais pas autant de ce qu'on s'attendait. Amérique latine et en Afrique, on a vu en fait une augmentation, une croissance, mais une fois que les caches s'installent, on a assisté à une croissance pour tout le monde. Alors, on voit l'effet sur le plan international. Et c'est comme l'Apif il y a 5 ans. Une fois que le cache s'est installé, tout le monde commence à utiliser cette cache. L'étude en Rwanda, on a vu une augmentation du trafic dramatique. Alors, l'Internet fonctionnait de façon plus efficace. Est-ce qu'on va voir une augmentation sans limite? Je ne sais pas. J'étais surpris. Mais Patrick, en fait, je pense que ça fait partie du processus. On s'assure que no traffic is end-to-end anymore. We made sure of that when we deployed NATS. I just can't je ne peux pas vous envoyer des paquets. Tout le trafic passe par quelque chose au centre. On passe par un modèle de protocole. Est-ce qu'on peut améliorer tout ça? Les directions des adresses privées, par exemple. Alors, ce qu'on voit à part le transit, qu'ils n'ont pas mis leur service dans le nuage, mais ça va venir. Et c'est ce qui reste. Il y a toujours des réseaux d'entreprises, mais on ne comprend pas, ce n'est pas compréhensible. Ils vont laisser tomber cette façon d'opérer. Ils vont passer directement au nuage, c'est à la mode. Les tendances sont là, et on verra ça. Un peu plus qu'un mois peut-être. Les entreprises, vous êtes très en avance en ce qui concerne l'opération dans le nuage, mais oui. Marc, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, bonjour. Lorsque entre 2007 et 2012, on vendait le transit des failles parce qu'on avait des entités et CW à un prix spécifique. Et je pense que le progrès s'est arrêté parce que lorsque les fournisseurs de contenu ont commencé à construire les câbles, c'était essentiellement le point lorsqu'on a vu les changements apparaître, en Malaisie, par exemple, et on a vu un essor important du trafic
des petites entreprises, des opérateurs locaux et par ce temps, le contenu n'était pas roi parce que avant Apple, dans ces jours-là, c'était pas les rois du marché. Le marché a changé parce que les gens ont commencé à partager en Facebook. C'est plutôt question de créer une plateforme pour que les gens collaborent et permettre aux gens de se rejoindre. Et depuis lors, ces fournisseurs de contenu ont pu prospérer. Alors, si on considère Afrique, oui, dans les mêmes années, Equiana, Google, Facebook et toutes les petits opérateurs, les petits écrans et la demande pour le transit d'un continent à un autre ne s'est pas réduit, mais s'est transféré sur les câbles. Au moins, les câbles ont pu faciliter le transit, oui, c'est plutôt au niveau national qu'intercontinental. Par exemple, d'une maison au point d'échange local à une autre résidence. Il y a peut-être la possibilité de consolider. Le processus peut. C'est là où je vois la tendance pour les failles. Et je pense que les réseaux sont assez petits pour survivre parce que ce qu'ils étaient auparavant, ils avaient aussi assez de trésorerie pour maintenir cette opération. Mais maintenant, ils travaillent avec les marges plus étroites. Et alors, oui, de cette façon, ils pourraient survivre. Merci, Marc. Thank you, Mark. It is really valuable opinions and elle est bien connectée à la prochaine section. Alors, lorsque le panel va considérer l'avenir, on a deux questions. Before handing over to Kyle, we have two poll questions. The results of which we will on a des questions sur l'écran. On pose la question, comment est-ce que vous avez entendu parler de cet événement? How you heard about this event? Is it social media, mailing list, colleague or friend? Et la deuxième question de cette enquête qui va apparaître. The second poll question, if we can bring it up. Yeah, give me a second because people are currently actively voting for this one. So okay, let's wait 10 seconds. Okay, let's wait for a few seconds. Sorry. Yeah. Okay, 75% des participants ont déjà voté. Alors, je vais fermer la première question. On peut partager les résultats. We can share the results also after the Q&A if you want. I can do that as well. No problem. Je garde les résultats en ce moment. Je vais partager plus tard. For myself for this moment then.
And I'll continue with the Alors, second la poll deuxième question. question, est-ce Thank que you. vous croyez que l'évolution So de the second l'Internet, question, do you le think the secteur de internet l'Internet industry's aura evolution will un have a effet positive positif pour la impact on société? society? Yes, no, and maybe. Bien, nous pouvons reprendre la séance Cool. pendant I think que we le can public continue, vote. while people are voting. Avant de donner la So, parole à before Kyle, I hand, over to je voudrais Kyle, lui I would like to demander ask him, s'il a constaté if he's l'impact de seeing, the cette impact of this évolution evolution sur on his IX as ces an opérateurs IXP operator, IXP, and also, étant donné son being in this expérience de industry for a plusieurs number of années years, en Afrique in East de Africa. l'Est. And, Oui, Kyle, merci. it's yours. C'est une question intéressante. Nous avons beaucoup parlé des câbles interrégionaux et l'impact sur les opérateurs. Mais sur la côte d'Afrique de l'Est, il y a une des compagnons qui il y a un opérateur terrestre qui échange son accès au réseau terrestre avec une autre compagnie qui a établi des câbles sous-marins. Infrastructure that in some cases is more significant than just edge caches, right? So en Ouganda, nous sommes évidemment au bout de la chaîne en termes d'accès à l'Internet, mais nous demandons bien sûr quel va être l'impact de cette évolution en Afrique de l'Est en général. Et il s'agit de savoir comment ça va affecter les écosystèmes en aval et du point de vue de la réglementation également. Et ce que pourront faire les régulateurs pour naviguer cette situation avec succès. Lorsque ces compagnies commencent à déployer des infrastructures plus importantes, eh bien, est-ce qu'elles vont vouloir s'interconnecter avec des réseaux d'accès locaux par l'intermédiaire d'IXP ou bien est-ce qu'elles passeront par des PNI et sinon, pourquoi? J'envisage deux scénarios, un marché comme en Ouganda où il y a de nombreux petits réseaux d'accès où il ne serait peut-être pas justifié pour ces compagnies d'avoir des caches, ou alors la situation comme au Rwanda où il y a plusieurs opérateurs mais plus importants. Est-ce que donc il va y avoir des évolutions différentes dans ces marchés? Donc, je lance cette question à Christian. Que pensez-vous donc que feront ces compagnies lorsqu'elles vont arriver dans des marchés comme celui de l'Ouganda? Je vais répondre de façon un peu plus générique et ne pas parler uniquement de l'Ouganda. Ça dépend du pays. Je vais évoquer certains scénarios. Tout dépend du trafic dans le pays ou la région en question, combien de réglementations, s'il n'y a qu'un participant de marché qui représente 80% ou plus et quelques petits opérateurs. Eh bien, ça peut être fait par PNI, mais là où il y a des clusters, content networks which have on-net clusters,
eh bien, à ce moment-là, on entre dans le réseau lui-même et on n'a même pas besoin de PNI dans ce cas parce que à ce moment-là, on est intégré dans le réseau. Si le pays est très déréglementé et il y a 10 acteurs sur le marché, eh bien, il sera peut-être possible de faire du peering ou un mélange ou un modèle hybride. Mais à ce moment-là, ce sera fait avec des PNI. En Europe, la question, c'est de savoir quand on reste avec l'IS ou quand on utilise des PNI, tout dépend du modèle commercial. Combien ça coûte de transporter par l'IX? Parce que s'il y a 200 ou 300 fournisseurs, mais s'il n'y a que 10 acteurs, eh bien, à ce moment-là, on ne se relie pas à un IX pour un petit nombre. Tout dépend de la situation au niveau de la réglementation et du volume de trafic. Moins de réglementation, plus de volume de trafic et PNI. D'un autre côté, s'il y a beaucoup de participants et un IX important en Afrique du Sud, par exemple, eh bien, à ce moment-là, il y a eu davantage de chances que l'on participe dans l'IX. Merci. Geoff, vous vouliez dire quelque chose? Je crois qu'on peut envisager ça de la perspective différente. Si les IXP ne montrent pas de contenu client dans les réseaux de contenu, est-ce qu'il y a un rôle qui reste pour les IXP? C'est la seule munition qu'il vous reste. De périphérie à périphérie, ça n'existe plus depuis longtemps. C'est la seule chose qui reste. Vous avez le dos au mur. Les PNI, à moins de pouvoir héberger dans vos propres équipements, les PNI sont vos ennemis, pas vos amis. Dans les secteurs, les choses ont changé tellement vite il faut que vous soyez réaliste. Get with today and understand what you're in. You're the interface between Google and everyone else. Qu'à choisir entre Google enjoy it et and all un that, autre. but that's all you've got. So, it's a tough world out there. And I think just to add on to what Jeff is saying, I mean, we've been l'infrastructure n'a plus d'importance. Ça fait longtemps qu'on le dit. Right. And, you look at the big mobile operators right now that, are raking hundreds of millions of dollars every month. They're probably raking billions of dollars every month. On dépense des millions right? And they're probably raking millions of dollars, tens of millions, 10 years ago. De dollars parce que les coûts augmentent et les revenus diminuent. Donc, ça n'est plus un enjeu long terme. Les acteurs traditionnels ont du mal à changer leur structure pour s'adapter aux besoins, à la demande de l'utilisateur final. L'infrastructure en tant que telle n'est plus l'enjeu. Il y a énormément de concurrence et il va falloir trouver un moyen de mourir à petit feu.
Let me add voudrais something pas before it être gets overly trop négatif, dystopian, que negative, les and IX the IX start to commencent à commit suicider en suicide. masse. There is a role, right? And the same is actually, I think, true for transit. The majority of Les the traffic contenus, cloud c'est content sûr, moves ils off and does their ils own thing. évoluent Fair enough. en That might be fonction de ce que whatever, nous avons 80% or so. observé. Ça But peut, you still want to send an email to someone randomly in Brazil, if you know, or do something where you Mais need full le transit restera en and full place connectivity, and so pour transit will be there for that part. on a It besoin de will- I don't think it will connectivité die, but in locale. comparison to the big cake, it will Si be, of les course, a much IX smaller sont slice. And I think the same is suffisamment true for IXs if importants, ont they're une big enough, masse right? If I critique, connect and I get 100 to 300 eh peers, bien, even if I move il y the aura top toujours 10 off, besoin de I still want to cela have connectivity pour to les the small one because it's la easier with one port. connectivité So the locale, même argumentation si which les we had 10 for plus IXs grands is true as disparaissent. well, Je pense but donc more que like on a long les tail base. And then I think these ones will actually survive and have a Right, and I also prosperous future. think, in my view, Oui, as an je internet pense- exchange point operator, je that pense que, internet exchanges can serve the same purpose they did when they were used to route around incumbents that were routing il traffic reste to networks and markets before the une exchange part process, right? Now, à that still might be a prendre small slice of the pie in the content en ce qui world, because they concerne le eliminate most of the contenu, traffic. But in my view, they might provide some kind of counter pressure against market inefficiencies. mais content guys bien who entendu, aggregate sort of la the portée power. sera But again, it'll be limited limitée. in Je scope. voudrais avoir la perspective Maybe in decline. d'Ed But I wanted to get Ed's là-dessus perspective on this because Ed set up parce an internet que exchange son in Durban, I IXP think, on the a basis of été getting the internet service créé provider community together in sur order la to base sort of de la aggregate demand connectivité for the entre content networks. différentes Ed, are you there? And, communautés. you have some insight to share with us on that. Bien, dans ce cas, je voudrais passer à la question suivante qui concerne le levier. Est-ce que les échanges Internet pourront prendre l'avantage sur les fournisseurs de contenu? Est-ce que les compagnies de contenu pourront, par exemple, payer pour le peering? Je vais poser la question à Geoff pour commencer. Ça reste, il y a tellement de façons différentes d'arriver à l'utilisateur et la menace de retenir le contenu, eh bien, c'est vraiment inutile. C'est la pire chose à faire. Ça n'est pas avec ça que vous pouvez négocier. Vous êtes seulement l'intermédiaire avec les utilisateurs. Dès que vous tentez de vous servir de ça comme menace, comme levier, eh bien, vous allez être mais alors, comment est-ce que l'IXP se maintient en bonne santé? Eh bien, il faut exploiter les périphériques. Vous êtes le courtier, l'intermédiaire. La valeur, c'est la valeur de l'infrastructure. Ça représente une marge très limitée. Ce serait bien si le monde a changé et il faut que vous soyez réaliste. Ça ne sert à rien que d'essayer de réinventer ce que nous avons fait auparavant. Nous ne disons pas que les FAI et les XP vont mourir. Bien sûr que l'infrastructure a sa place, mais il faut accepter qu'il va falloir réduire les effectifs. Là où il y avait 200 personnels, il faudrait passer à 20 sans doute. Il va falloir vraiment réduire les effectifs
parce que les marges sont limitées et elles ne vont pas disparaître tout de suite. Donc, il faut accepter de réduire, le downsize certaines par exemple, certaines IX ont choisi de ne pas forcément conduire d'autres centres de données. CK, je voudrais vous redonner la parole à nouveau. Oui, je ne crois pas qu'on puisse parler de payer pour le peering. Pour le switch, certainement, mais pas pour le peering lui-même. Je n'ai pas cette perception que les fournisseurs de contenu ne veulent pas forcément payer pour les infrastructures. C'est vrai qu'ils essayent toujours d'avoir les affaires les plus économiques. Mais nous examinons comment on peut atteindre les réseaux, combien cela coûte, combien les clusters coûtent également. Les coûts d'infrastructure sont généralement plus élevés que mes économies et il n'y a pas forcément à ce moment-là de raison de s'adresser à l'IX. Mais pour moi, ça n'est pas très différent du modèle commercial de l'IXP. Donc, ce que nous avons fait, c'est que nous leur avons dit, eh bien, ce serait bien que vous veniez dans la région, ce serait bien pour les communautés locales. Et voilà, tels sont nos coûts. Peut-être que nous pouvons nous entendre parce que ça peut être dans votre intérêt également. Et si les conditions économiques changent parce que au fur et à mesure que le trafic augmente, ou bien 4G, il y a des technologies d'accès à 4G, 5G dans le pays, alors les coûts d'infrastructure diminuent. Nous ne sommes pas, notre jeu ne consiste pas à essayer d'obtenir tout gratuitement. Et nous sommes tout à fait heureux de soutenir les infrastructures, de les financer, parce que c'est dans notre intérêt aussi. Alors, j'ai un message de Ed qui est désormais à nouveau, qui peut être entendu. Donc, vous m'entendez maintenant? Oui. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Alors, à Durban, on a une situation un peu bizarre qui se ressemble à des systèmes dans plusieurs pays, petits pays africains. On est une des villes plus petites en Afrique du Sud. Et ils n'avaient pas beaucoup de trafic pour connecter à Cape Town. Et nous avons essayé d'attirer du trafic à Durban. Oui, alors on était trop près de Johannesburg pour que ce soit rentable. Alors, on va essayer en premier lieu les points d'échange.
Mais après les discussions avec nos pairs locaux, c'était plus rentable, ce n'était pas le plus rentable d'abriter les réseaux de contenu locaux. Alors, nous avons choisi on a choisi de travailler avec les fournisseurs eux-mêmes pour que ce soit une opération tout à fait séparée de Durban. À Durban, on a passé de 500 MB, presque 20 gigs. Alors, plus de pairs se sont joints à nous. Alors, mais ce n'était pas un plan à long terme de chercher des entreprises, des grandes entreprises avec leur propre budget. L'idée, c'était d'une opération à court terme, d'aider nos opérateurs pour l'instant et on voit, nous voyons les bénéfices les avantages pour les autres opérateurs. Et on a reçu on a créé des accords avec d'autres pairs internationaux aussi. Alors, autre thème de cette conversation est revenons à l'exemple du Ouganda. On peut concentrer la demande de cette façon. Et je pense que c'est la coopération entre la communauté et pour les fournisseurs d'accès à Internet, c'est un avantage de se joindre, de collaborer avec des actions collaboratives. Et je pense que le panel est d'accord. Oui, pour répondre à la première question, les contenus, passant par les IXP, dépendent d'autres de modèles, de la façon d'opérer des modèles. Et lorsque le modèle d'un IXP devient moins rentable, moins efficace, et en Afrique, on a assisté à ce phénomène, je pense que cela crée plus de pression pour les opérateurs. Et pour que les coûts soient presque réduits à zéro, je pense dans ce sens, les IXP vont aller dans ce sens. Par exemple, l'exemple NAPAfrique, est-ce que les revenus des châssis, c'est le source de revenus plus important. Mais lorsqu'on considère un autre modèle, on voit que le modèle change parce que le modèle est trop étroit en tant que coût. Alors, il y aura plus de pression d'améliorer le modèle commercial et de fonctionnement des IXP pour pouvoir faire la concurrence avec d'autres opérateurs. Alors, en passant à une autre question, je veux poser la question, quelle sera la réaction des opérateurs, des réseaux d'accès? Est-ce qu'ils vont utiliser les avantages, les leviers pour atteindre les oculaires? Est-ce que, par exemple, Netflix aux États-Unis, est-ce qu'on va assister, on verra plus de batailles dans le marché? Geoff, peut-être vous voulez.
Oui, on a déjà vu la concentration des opérateurs. C'est une règle des normes. Il n'y a pas la place dans le marché pour plus de 3 opérateurs, grands opérateurs dans le marché. Mais la réponse, c'est la taille du marché, c'est 3 opérateurs. Et il n'y a pas de sens de développer le marché d'une autre façon. Et l'autre aspect du marché, c'est que les opérateurs mobiles sont les rois dans le marché. L'idée qu'on peut faire du chantage aux autres opérateurs a disparu. Et personne ne peut faire, c'est plus le cas. Et par exemple, SpaceX qui lance des navires en espace, le concurrent n'est pas dans le bureau à côté, le concurrent est en dessus. Et le marché potentiel est de 7 milliards de personnes. Parce que ce qui est important, c'est des sociétés de capitaux, par exemple Google, qui ont gagné. Et le concurrent qui est le plus faible, le concurrent le plus fort est au-dessus, où il faut faire attention. C'est toujours été... ce n'est pas une façon d'opérer, de faire du chantage à d'autres opérateurs dans le marché. Cela peut ça peut mener à qu'un échec. Ce n'est pas une option. Alors, ce thème me mène à la prochaine question qui à propos des opérateurs, du cadre réglementaire. On a parlé sur le terrain avec les faillis et les écosystèmes, la concurrence. Et la concurrence est une bonne chose. Alors, comment est-ce que les forces de régulation vont changer? Qu'est-ce qu'ils devraient faire? Et je reviens vers vous, Jeff. Mais le thème, c'est le marché est en train de réactionner contre la dérégulation et d'entrer dans le marché avec les frais du public. Ils ont créé un autre marché tout à fait différent. Vous devez accepter les risques. Il ne faut pas dévaluer l'investissement dans ces marchés. Il ne faut pas me dire comment investir mon argent. C'est un marché et nous, on est les acteurs. Le travail des forces, des régulateurs et ce que j'attends pour mon investissement, j'attends des conditions pour pouvoir faire de la concurrence. Alors, le rôle des régulateurs est le rôle des réglementations est de prendre un pas en arrière et de pouvoir faciliter plus de choix et des services essentiels. Le monde d'aujourd'hui est beaucoup mieux comme résultat. On a passé des siècles en construisant des routes. Quelle différence? Le rôle des régulateurs est de faciliter
et de laisser les opérateurs aller plus vite. Et c'est la façon par laquelle on aura une infrastructure meilleure. Il ne faut pas essayer de contrôler les failles. Leur travail est de créer des conditions qui favorisent le fonctionnement du marché pour que tout le monde gagne de l'argent. Le marché est cruel, mais aussi... Je voudrais ajouter également les organes de réglementation tentent de récupérer les recettes perdues par le biais de la fiscalité pour des opérateurs qui ne sont pas, qui sont très éloignés du pays ou de la région concernée. Donc, ça n'est pas intéressant. Donc, tout ce que peuvent faire les gouvernements, c'est de dire, eh bien, si un Google ou une autre compagnie prend trop de position, eh bien, il faut pouvoir soutenir les compagnies locales, les compagnies nationales à développer. On ne va pas se lancer contre les grandes compagnies qui sont à l'extérieur pour récupérer. Les gouvernements et les organes de réglementation, ils peuvent simplement intervenir de façon positive en soutenant les compagnies locales ou nationales, parce que s'attaquer aux grands à l'extérieur, ça ne marche pas, on le sait. C'est ce que nous constatons en Europe également. Le projet, plutôt que de s'attaquer aux grands fournisseurs de cloud de contenu à l'extérieur, c'est plutôt d'essayer d'encourager les entreprises locales à s'organiser, à se développer. Il y a la réglementation de protection des données personnelles, par exemple, et aide en tant qu'opérateur. Comment est-ce que vous conseilleriez les gouvernements? C'est assez vague comme question, je sais, mais pour encourager le développement de l'écosystème. En Afrique du Sud, nous avons tenu des réunions, des discussions intéressantes avec les régulateurs qui constatent l'importance de ces échanges Internet. Et l'an dernier, il y a des gouvernements qui ont prôné, qui se sont réunis pour prôner les connexions entre les différents points d'échange, certains qui existent depuis très longtemps. En Afrique du Sud, il y en a qui sont là de 25 ans. Au Zimbabwe, il y en a qui existent depuis 24 ans. Et je pense que nous avons réussi au moins en partie à montrer aux régulateurs que ces points d'échange existent et qu'ils jouent un rôle important. Je crois que je voulais demander aux membres du panel s'ils ont une dernière remarque à ajouter, en commençant par
Christian. Je voudrais également répondre à la question en ce qui concerne les régulateurs. Certains pays souhaitent que les régulateurs soutiennent leurs propres entreprises parce qu'ils sont en réalité en concurrence avec les autres pays qui ont les mêmes infrastructures, mais qui attirent les financements. Je crois que les gouvernements et les régulateurs devraient soutenir tous les acteurs dans le pays et pas uniquement là pour extorquer de l'argent aux compagnies de télécommunications, mais c'est peut-être un peu naïf. Pour moi, c'est une question de leadership dans les infrastructures traditionnelles et au niveau des gouvernements pour créer un gouvernement qui permette à l'innovation d'aboutir à des solutions locales. Mais leadership également dans l'infrastructure traditionnelle pour s'en éloigner, s'adapter aux besoins du consommateur. Donc, leadership pour savoir comment modifier la culture qui apporte des systèmes plus pertinents et à plus haute valeur pour les utilisateurs. Patrick? Nous n'avons pas parlé, nous parler d'infrastructures je pense qu'il y a eu une évolution vers, plutôt que d'aller vers un opérateur qui gère le réseau pour les points d'échange, mais d'avoir eux-mêmes leur propre système de gestion qui leur permet de créer eux-mêmes tout leur propre réseau de FAI. Je sais que c'est un domaine qui se développe. Dans certaines compagnies, ils y travaillent depuis plusieurs années. En tant qu'interconnecteur, ça peut être d'entreprise à entreprise, de A à Z, c'est-à-dire jusqu'à l'utilisateur final. Mais je crois que c'est une zone de croissance. Oui, c'est vrai. Les points d'échange qui ont beaucoup de pairs vont certainement bien s'en tirer de cette situation évolutive. Et je pense qu'en effet, c'est une très bonne idée. Votre contribution représente une excellente idée pour ces points d'échange à l'avenir. Je crois que j'ai déjà parler de cela. À ce moment-là, je donne la parole à Geoff. Je crois que vous avez manqué quelque chose, je veux dire quelque chose de provoquant. Si on revient 50 ans en arrière, nous avons réduit Microsoft était la plus grande entreprise du monde en raison de sa plateforme. Or, à l'heure actuelle, nous sommes dans un monde d'applis avec Quick et Google
les applications représentent, c'est ce qui est la plus de valeur, c'est ce qui est le plus important. Donc, les applications sont devenues leurs propres écosystèmes et l'infrastructure locale n'a plus d'importance à l'heure actuelle. Donc, auparavant, les plateformes et les infrastructures, c'était ça qui était important. Et désormais, nous vivons dans un monde centré sur les applications. Or, ces applis sont entièrement paranoïaques. Elles vivent dans leur propre monde, leur propre écosystème. Parce que toutes ces plateformes sont désormais des super ordinateurs. Pensez à un monde où les applications définissent leur propre connectivité, quelle que soit la situation des points d'échange locaux. Si vous pensez que par le fait de l'infrastructure, vous avez un rôle à jouer, eh bien, votre existence sera brève. Nous avons des applis qui prennent désormais leurs propres décisions indépendamment des plateformes, des infrastructures et des réglementations. Pensez à cela et je crois qu'à partir de là, vous vivez dans le monde dans lequel je vis, mon monde. Oui, merci Jeff de cette contribution. Je suis toujours heureux de lire votre blog également. Nous allons mettre un terme à cette séance. Je vais rendre la parole à Shala qui va nous donner le résultat des sondages. Merci à tous. Tout d'abord, voici les résultats des sondages. La première question, comment avez-vous entendu parler de cet événement? 20% par réseaux sociaux, 45% liste de diffusion, 24% collègues ou amis, 5% site web de l'AFPIF et 6% autres. Et si vous n'avez pas pu répondre, eh bien, envoyez-nous un message, un courriel si vous le souhaitez. Et deuxième sondage, pensez-vous que l'évolution de l'industrie Internet aura un effet positif sur la société? 80% oui, 6% non et 15% pas sûr. Merci de vos contributions. Il y a 2 questions pour les membres du panel. La première adressée à Patrick. Quels sont les facteurs qui vont mettre en appétit les fournisseurs de cloud et leur faire construire POP dans un pays ou donné? Je suis sûre que Christian pourra répondre de façon détaillée, mais en règle générale, nous constatons des écosystèmes riches, c'est-à-dire qu'il y a de nombreux acteurs, de nombreux réseaux, des IX, mais des coûts faibles sur le marché également. Tels sont les facteurs importants. Lagos, où il y a une énorme population, dont c'est un marché porteur, mais l'infrastructure était en très mauvais état ou très chère. Donc, les fournisseurs, les FAI ont investi et utilisé leur influence. S'ils entrent sur un marché comme ça, et c'est le cas, eh bien, ça fait baisser les coûts et cela crée de la valeur.
Une bonne interconnectivité interne également, c'est un autre facteur important, et une population importante comme à Lagos, ou une bonne interconnectivité comme à Nairobi. Voilà, certains donc des éléments, des facteurs d'encouragement. Christian, eh bien, je ferai la différence entre le cloud et le contenu. Parce que pour le cloud, il faut qu'il y ait un certain niveau de demande pour justifier. Pour les échanges Internet et les POP de taille moyenne, il faut des coûts assez bas, colo-espace. Il y a un aspect de réglementation selon le pays. Il y a certaines considérations pour les Américains en particulier en ce qui concerne l'existence de certains systèmes par rapport à leur réglementation. Si nous avons un FAI pour le contenu et sommes responsables du contenu, eh bien, il y a la question de la responsabilité. D'un autre côté, il y a les fournisseurs de cloud pour lesquels il faut beaucoup d'espace de centres de données et beaucoup de puissance et suffisamment de connectivité, de sorte que les pays environnants puissent se connectiver, sinon il y a une énorme capacité qui n'est pas utilisée. Donc, il y a un éventail selon le type de fournisseur. Je vois que nous sommes arrivés au terme du temps imparti, mais si vous voulez, vous pouvez nous envoyer vos questions par email si vous le souhaitez, et je redonne la parole à Kyle pour clore la séance. Je voudrais dire également qu'il y aura une réunion sociale virtuelle par le biais d'une plateforme après cette réunion. Je voudrais à nouveau remercier tous les sponsors. En attendant, Linkspex, Rack Center, NAP Africa, FlexOptics et Facebook. FlexOptics, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, sponsorise l'interprétation pour toutes les séries de l'ISOC. Durant la prochaine séance, nous parlerons des franchises par rapport aux réseaux locaux. Nous avons des statistiques de fréquentation concernant le webinaire et je crois que nous avons eu un public record aujourd'hui. Lors de la première séance, nous avons eu 166 personnes sur Zoom et beaucoup sur Facebook. Vous voyez les statistiques qui s'affichent. Donc, près de 900 membres du public lors de la première séance, 700 la deuxième, 550 la quatrième, 600 pour la cinquième et près de 1000 pour la dernière. Et beaucoup, c'est utile pour nous que d'avoir ces statistiques. Merci à tous.
Et c'est Zoom qui apporte autour de 50% du public. Grâce à l'interprétation en français, eh bien, il y a une fréquentation importante, comme vous pouvez le voir. Donc, je vous laisse ça à l'écran pour que vous puissiez consulter ces statistiques vous-même. L'engagement par le biais des médias sociaux. Je dois vieillir parce que moi, Periscope, ça ne me dit rien. Or, ça représente un média d'engagement important. Là aussi, vous avez les détails correspondant à chaque média. Les pays uniques, plus c'est foncé et plus la participation est importante de ces régions. Pas beaucoup de participation d'après ce que je vois d'Asie, mais peut-être que ça n'est pas complètement étonnant dans la mesure où il y a des intérêts différents par région du monde. Donc, nous avons eu 10 sponsors uniques, Liquid Telecom, D6, AM6, Afrinic, Lynx, Rakuten, Welcome Line pour la réunion Women Tech, également Facebook, NAP Africa et Flexaptox, qui a soutenu l'interprétation, comme cela a été dit. Et je vais donc redonner la parole à Michuki, qui va nous parler de la transition vers la réunion sociale. Et merci à tous de votre participation et aux membres du panel également. Merci. Merci, Cal. Voilà, donc La première personne qui va laisser le représentant de Chemnat. Oui, bonjour. Oui, on vous entend. Allez-y. Chemnet est un IXP de Kenya qui est en train d'augmenter sa présence sur le marché. Nous cherchons du peering local à Kenya. Mais on essaye d'augmenter le numéro de pairs pour notre point d'échange. Et avec, on va utiliser le cache Netflix. Et on est prêt à votre disposition pour vous accueillir sur notre point d'échange. Et on serait heureux de travailler avec vous dans la promotion du trafic local. Merci. Prochaine. Alexandre, on vous attend. Désolé, oui. Je m'appelle Alexandre Sulzberger. On est notre présence des IXP dans le pays africain de Guyana. On a une politique de pairing ouvert et
On vous remercie d'avoir organisé ce type d'événement pour le marché. Merci. Le prochain, c'est... Oui, bonjour. Merci, Chiki. Je suis Brian Masiga de Uganda. On a une présence sur les points d'échange du Uganda et une politique de connecter avec les pairs. Si vous voulez connecter avec nous, on vous informe qu'on a 15 ans dans le marché et merci. Et le prochain... Hi, Machuki. Bonjour, Machuki, et merci pour la session. Et un des points d'échange plus importants dans le monde à Amsterdam. On a 14 points de présence à Amsterdam. Vous pouvez nous contacter directement. Notre trafic pic est de 10 terabits par seconde et vous verrez nos coordonnées sur l'écran. À part Amsterdam, on a d'autres points d'échange à Hong Kong, aux États-Unis, en Inde, aux Caraïbes, qui sont... on travaille en partenariat et en Ouzbékistan et en Égypte. Et d'après, vous verrez les photos. S'il vous plaît, si vous cherchez d'informations, vous pouvez nous envoyer un courriel. Merci. Soline? On n'entend pas, Soline? Ah oui. Allez-y. Désolée. Oui. Maintenant, ça marche. C'est un plaisir de vous de voir. Et j'ai bien aimé la discussion avec beaucoup d'informations. C'est vrai que les points d'échange doivent évoluer. Et c'est ce qu'on essaye de faire chez Astéroïde. Et on travaille de façon rentable avec une infrastructure locale. On met l'accent sur l'Afrique. À Mombasa, point d'échange IXP, seulement, il y a un an seulement, il y a 80 réseaux qui sont, et aussi des fournisseurs de contenu dans la région. On travaille avec d'autres IXP en Afrique et je vais annoncer le nom de deux autres points d'échange nouveaux. Et si vous voulez, comme opérateur de centre de données, vous mettre en contact, merci. Je parle anglais, merci. Et je voudrais remercier les membres du panel, et Chanel. Et la conversation a été très intéressante. On va passer maintenant à la séance de l'événement social et je voudrais profiter de cette occasion pour de vous annoncer la continuation des conversations vers les canaux de communication. Je vous remercie de votre participation et je tiens à vous revoir dans la prochaine session que vous aurez des informations pour vous enregistrer